Essai clinique doit être enregistré dans une banque de données accessible au public avant que ne soit recrutée la première personne impliquée dans la recherche. Les médecins ne sont pas autorisés à participer à une recherche impliquant des êtres humains sans avoir la certitude que les risques inhérents ont été correctement évalués et pourront être gérés de manière satisfaisante. Les médecins doivent cesser immédiatement une étude dès que les risques s'avèrent dépasser les bénéfices potentiels ou dès l'instant où des résultats positifs et bénéfiques ont été démontrés. Une recherche médicale impliquant des êtres humains ne peut être conduite que si l'importance de l'objectif dépasse les risques et inconvénients inhérents pour les personnes impliquées dans la recherche. La participation de personnes capables à une recherche médicale doit être un acte volontaire, bien qu'il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté. Aucune personne capable ne peut être impliquée dans une étude sans qu'elle ait donné librement son consentement. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la vie privée et la confidentialité des informations personnelles concernant les personnes impliquées dans la recherche et pour minimiser l'impact de l'étude sur leur intégrité physique, mentale et sociale. Dans la recherche médicale impliquant des personnes capables, toute personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche doit être correctement informée des objectifs, des méthodes, des sources de financement, de tout éventuel conflit d'intérêts, des affiliations institutionnelles du chercheur, des bénéfices escomptés et des risques potentiels de l'étude, des désagréments qu'elle peut engendrer et de tout autre aspect pertinent de l'étude. La personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche doit être informée de son droit de refuser de participer à l'étude ou de s'en retirer à tout moment, sans mesure de rétorsion. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d'informations spécifiques de chaque personne pouvant potentiellement être impliqué dans la recherche ainsi qu'aux méthodes adoptées pour fournir les informations. Lorsque le médecin ou une autre personne qualifiée en la matière a la certitude que la personne concernée a compris les informations, il doit alors solliciter son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Si le consentement ne peut pas être donné par écrit, le consentement non écrit doit être formellement documenté en présence d'un témoin. Pour la recherche médicale utilisant des tissus ou des données d'origine humaine, les médecins doivent normalement solliciter le consentement pour le prélèvement, l'analyse, le stockage et ou la réutilisation. Il peut se présenter des situations où il est impraticable, voire impossible d'obtenir le consentement ou que cela mettra en péril la validité de la recherche. Dans de telles situations, la recherche peut être entreprise uniquement après évaluation et approbation d'un comité d'éthique de la recherche. Lorsqu'il sollicite le consentement éclairé d'une personne pour sa participation à une recherche, le médecin devrait être particulièrement attentif lorsque cette dernière est dans une relation de dépendance avec lui ou pourrait donner son consentement sous la contrainte. Dans ce cas, le consentement éclairé devrait être sollicité par une personne qualifiée en la matière et complètement indépendante de cette relation. Lorsque la recherche implique des personnes incapables, le médecin doit solliciter le consentement éclairé de leur représentant légal. Les personnes incapables ne doivent pas être incluses dans une étude qui n'a aucune chance de leur être bénéfique, sauf si cette étude vise à améliorer la santé de la population qu'elle représente, qu'elle ne peut pas être réalisée avec des personnes capables et qu'elle ne comporte que des risques et des inconvénients minimes. Lorsqu'une personne considérée comme incapable est en mesure de donner son assentiment concernant sa participation à la recherche, le médecin doit solliciter ses assentiments en complément du consentement de son représentant légal. Le refus de la personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche devrait être respecté. La recherche impliquant des personnes physiquement ou mentalement incapables de donner leur consentement, par exemple des patients inconscients, peut être menée uniquement si l'état physique ou mental empêchant de donner un consentement éclairé est une caractéristique nécessaire de la population sur laquelle porte cette recherche. Dans de telles circonstances, le médecin devrait solliciter le consentement éclairé du représentant légal, en l'absence d'un représentant légal, et si la recherche ne peut pas être retardée, l'étude peut être lancée sans le consentement éclairé. Dans ce cas, le protocole de recherche doit mentionner les raisons spécifiques d'impliquer des personnes dont l'état les rend incapables de donner leur consentement éclairé, et l'étude doit être approuvée par un comité d'éthique de la recherche. Le consentement pour maintenir la personne concernée dans la recherche devrait, dès que possible, être obtenu de la personne elle-même ou de son représentant légal. Les auteurs, rédacteurs et éditeurs ont tous des obligations éthiques
concernant la publication des résultats de recherche. Les auteurs ont le devoir de mettre à la disposition du public les résultats de leurs recherches sur les êtres humains. Ils ont la responsabilité de fournir des rapports complets et précis. Ils devraient se conformer aux directives acceptées en matière d'éthique pour la rédaction de rapports. Les résultats aussi bien négatifs et non concluants que positifs devraient être publiés ou rendus publics par un autre moyen. La publication devrait mentionner les sources de financement, les affiliations institutionnelles et les conflits d'intérêts. Les rapports de recherche non conformes aux principes de la présente déclaration ne devraient pas être acceptés pour publication. Principes additionnels pour la recherche médicale associée à des soins médicaux. Le médecin peut associer la recherche médicale à des soins médicaux uniquement dans la mesure où la recherche se justifie par sa valeur potentielle en matière de prévention, de diagnostic ou de traitement, et si le médecin a de bonnes raisons de penser que la participation à l'étude ne portera pas atteinte à la santé des patients concernés. Les bénéfices, les risques, les inconvénients ainsi que l'efficacité d'une nouvelle intervention doivent être testés et comparés à ceux de la meilleure intervention courante, avérée, sauf dans les circonstances suivantes. L'utilisation de placebo ou le fait de ne pas administrer de traitement est acceptable lorsqu'il n'existe pas d'intervention courante avérée, ou l'utilisation d'un placebo afin de déterminer l'efficacité ou la sécurité d'une intervention est nécessaire pour des raisons de méthodologie incontournables et scientifiquement fondées. Et les patients recevant le placebo ou aucun traitement ne courent aucun risque de préjudice grave ou irréversible. Le plus grand soin doit être apporté afin d'éviter tout abus de cette option. À la fin de l'étude, les patients impliqués ont le droit d'être informés des conclusions de l'étude et de profiter de tout bénéfice en résultant par exemple d'un accès aux interventions identifiées comme bénéfiques dans le cadre de l'étude ou à d'autres soins ou bénéfices appropriés. Le médecin doit fournir des informations complètes aux patients sur la nature des soins liés à la recherche. Le refus d'un patient de participer à une étude ou sa décision de s'en retirer ne doit jamais interférer avec la relation patient-médecin. Dans le cadre du traitement d'un patient, faute d'interventions avérées ou faute d'efficacité de ces interventions, le médecin, après avoir sollicité les conseils d'experts et avec le consentement éclairé du patient ou de son représentant légal, peut recourir à une intervention non avérée si, selon son appréciation professionnelle, elle offre une chance de sauver la vie, rétablir la santé ou alléger les souffrances du patient. Dans toute la mesure du possible, cette intervention devrait faire l'objet d'une recherche pour en évaluer la sécurité et l'efficacité. Dans tous les cas, les nouvelles informations devraient être enregistrées et le cas échéant rendues publiques. Rapport Belmont. Le rapport Belmont, en anglais Belmont Report, est un rapport publié en 1979 par le département de la santé, de l'éducation et des services sociaux des États-Unis, United States Department of Health, Education and Welfare, ou HEW, devenu depuis l'United States Department of Health and Human Services. Ce rapport, écrit par Dan Harms, est intitulé Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects and of Research. Principes éthiques et lignes de conduite pour la protection des sujets humains de la recherche, est un important document de l'histoire de la bioéthique. Publié le 18 avril 1979, il tire son nom du centre de conférence Belmont où il a été élaboré. Ce centre de conférence, qui a fait autrefois partie du Smithsonian Institution, se trouve à Elkridge, dans le Maryland, à 16 km au sud de Baltimore, et est maintenant géré par le Howard Community College. Poussé en partie par les problèmes soulevés par l'étude de Tuskegee sur la syphilis 1932 à 1972, entre 1932 et 1972, le service de santé publique des États-Unis a mené une étude clinique sur les hommes afro-américains ruraux qui avaient contracté la syphilis. Le service de santé publique n'a jamais informé ces hommes qu'ils avaient une maladie sexuellement transmissible et ils n'ont pas non plus offert de traitement, même après que la pénicilline soit disponible en 1940. Plutôt que de recevoir un traitement, les sujets de ces études ont été informés qu'ils avaient un mauvais sang. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, 250 hommes se sont inscrits pour le tirage et n'étaient alors que, pour la première fois, informés qu'ils avaient la syphilis. Au début des années 1970, 128 des 399 hommes originaux étaient morts de la syphilis et de complications liées à la syphilis. 40 de leurs femmes avaient la maladie et 19 de leurs enfants sont nés avec une syphilis congénitale. Et en se fondant sur la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1974 à 1978, le HEW, Department of Health, Education and Welfare, source.
Le HEW a été éclaté en un département, Department of Education, et un département of Health and Human Services en 1979. Voir hhs.gov. A revu et étendu ses règles en matière de protection des sujets humains. Code of Federal Regulations, volume 45 et en partie volume 46. À la fin des années 1970 et au début des années 1980. En 1979 est publié le rapport de la Commission Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research, qui reçoit le nom de rapport Belmont, d'après le nom du Belmont Conference Center, où se tenait la commission lorsqu'elle a commencé la rédaction du rapport. Source Office of Human Subject Research, archive ohsr.od.nih.gov. Le rapport pose 3 principes éthiques de base: le respect des personnes par leur consentement libre et éclairé, le calcul bénéfice-risque de la recherche et la justice en pratiquant une sélection équitable des sujets de recherche. Expérience après Nuremberg, projet Shatter. En 1947, la Marine, avec la CIA et le Conseil de sécurité nationale, ont lancé le premier d'une série de programmes de lavage de cerveau appelé projet Shatter. La recherche est concentrée sur l'identification et le test de ces drogues pour les interrogatoires et le recrutement d'agents. Le document de l'audience du Sénat décrit le projet comme suit. Le projet Shatter était un programme de la Marine qui a débuté à l'automne 1947. En réponse, ce rapport faisant l'état de résultats étonnants obtenus par les soviétiques dans l'utilisation de drogues de vérité, le programme s'est concentré sur l'identification et le test de ces drogues pour les interrogatoires et dans le recrutement d'agents. La recherche comprenait des expériences en laboratoire sur des animaux et des sujets humains appliquant l'anabasis, Aphylla, source. L'alcaloïde lié à la nicotine anabasine a été nommé pour l'espèce toxique d'Asie centrale Anabasis aphylla, dont il a été isolé pour la première fois par Orechoff et Menchikov en 1931. Il a été largement utilisé comme insecticide dans l'ancienne Union soviétique jusqu'en 1970. L'anabasine est également le principe actif responsable des décès par intoxication causés par les feuilles de Nicotiana glauca, le tabac des arbres. La scopolamine et la mescaline afin de déterminer leur qualité de parole. J.L. Roper, un officier du Privacy Act de la US Naval Reserve, le livre Acid Dreams de CIA LSD and the 60s Rebellion par Martin A. Lee et Bruce Schlein a identifié Project Shatter comme un programme sous la direction du Dr. Charles Savage de le Naval Medical Research Institute, Bethesda, Maryland, de 1947 à 1953. En 1950, la CIA a décidé d'étendre ses recherches dans le domaine de la modification du comportement dans le projet Bluebird, approuvé par le directeur Alan Dulles. Projet Bluebird. Le projet Bluebird est un ensemble de programmes de recherche sur le contrôle mental mis en place par la CIA en 1949. Ce projet classifié est devenu le projet Artichoke le 20 août 1951. La recherche d'une substance capable d'influencer le comportement humain avait déjà été initiée par les dirigeants et les scientifiques de l'OSS au début des années 1940, lancée en parallèle du projet Shatter, programme similaire de la marine des États-Unis. Les expérimentations du projet Bluebird ont pu être réalisées à partir des données obtenues par le Dr. Charles Savage et l'OSS. Source. Files shows test for truth drug began in OSS, New York Times, 5 septembre 1977. Autre source. Files show test for truth drug began in OSS, New York Times, 5 septembre 1977. Martin A. Lee, Bruce Schlein, Acid Dreams, The CIA, The 60s and Beyond the Grove Press, 1985, ISBN O-802-13062-3. Autre source, Daniel Rich, Patrice Binder, Les armes chimiques et biologiques. L'archipel,
12 janvier 2011, page 486, ISBN 978-280-980-4225. Un comité de direction présidé par le colonel Sheffield Edwards était chargé d'encadrer le travail des scientifiques et des agents impliqués. Source: Martha A. Lee, Bruce Schlein, Acid Dreams, The CIA, The 60s and Beyond, The Grove Press, 1985, ISBN 0-802-130-62-3. Autre source: note du projet Bluebird, 5 avril 1950, archive CIA-RDP 83-010 42 R 000 8000 10003-1 sur CIA.gov, déclassifié le 24 août 2003. Centré sur les méthodes d'interrogatoire, une partie du projet fut consacrée à l'élaboration de procédures permettant de créer une altération exploitable de la personnalité chez des individus sélectionnés. Source... qu'est-ce que je raconte? À très bientôt pour une prochaine vidéo.